Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à suivre ces actualités à Washington lors du National Prayer Breakfast du 5 février 2026. Donald Trump a mis à l'honneur le président congolais Félix Tshisekedi, unique chef de l'État africain présent, saluant son rôle dans les accords de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda et dans un vaste partenariat minier avec les États-Unis. Retour sur cette cérémonie dans cet élément. Jeudi 5 février 2026, lors de la 74e édition du National Prayer Breakfast à Washington, D.C., le président américain Donald Trump a offert un discours qui dépasse les simples réflexions spirituelles pour devenir une tribune diplomatique et politique mise au service de sa stratégie internationale. L'événement annuel qui réunit de responsables politiques, religieux et économiques pour célébrer la foi et la prière a servi de cadre à Donald Trump pour revenir longuement sur les avancées significatives de sa politique étrangère en Afrique, notamment l'accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un important partenariat économique autour des minerais critiques. Revenant sur le Washington Accords for Peace and Prosperity, signé sous sa médiation le 4 décembre 2025 à Washington, Trump a décrit cet accord comme une étape sans précédent vers la fin d'un conflit de plus de 30 ans dans l'est de la RDC. Il a salué le leadership du président congolais Félix Tshisekedi, présent à ses côtés, qualifié de très courageux, remarquable et vrai président pour son rôle dans la paix et la stabilité régionale. Au-delà de l'aspect diplomatique, le locataire de la Maison-Blanche a aussi mis en lumière l'accord économique majeur sur les ressources en minerais critiques, notamment le cuivre et le cobalt, conclu parallèlement avec la RDC et les États-Unis, que Trump a qualifié de plus grand accord sur les minerais de l'histoire entre les États-Unis et l'Afrique, soulignant son importance stratégique pour la chaîne d'approvisionnement américaine. L'intervention présidentielle n'a pas été exempte des clins d'œil personnels et d'humour. En conclusion, Trump a fait une référence aux Écritures tout en évoquant la conseillère spirituelle Paula White Cain, mêlant ainsi foi et politique dans une adresse qui a largement circulé sur les réseaux sociaux congolais et dans les médias africains. L'intervention de Tshisekedi à Washington s'inscrit dans un contexte diplomatique dense, avec des réunions bilatérales, notamment avec les secrétaires d'État américain Marco Rubio pour discuter de la mise en œuvre de l'accord de paix et des opportunités minières après un sommet sur les minerais critiques le 14 février 2026. L'ensemble de ces démarches marque une étape importante tant pour la paix durable en Afrique centrale que pour les relations économiques stratégiques entre la RDC et les États-Unis. Dans la suite du séjour du président Félix Tshisekedi à Washington D.C., le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sankara, revient sur l'entretien tenu le mercredi 4 février entre la délégation congolaise et des congressmen américains. Suivez. Présenter la situation actuelle sur terrain avec une très faible évolution de la mise en œuvre de cet accord. Évidemment, cette responsabilité est du côté rwandais, qui, comme vous le savez, continue à se redéployer sur terrain en ignorant complètement les dispositions qui ont été convenues dans le cadre de cet accord. D'où la nécessité pour les États-Unis de renforcer la pression sur Kigali, d'imposer dans la mesure du possible des sanctions pour le non-respect des dispositions de l'accord de Washington. Du côté congolais, le président de la République a rassuré le Sénat américain sur les prédispositions de la RDC d'évoluer dans le sens de la paix et du respect de l'accord signé à Washington. Toujours en marge du National Prayer Breakfast, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi eu des entretiens constructifs avec le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants des États-Unis, Brian Mast, qu'accompagnaient des élus Chris Smith, Sarah Jacob et Gregory Mix. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la mise en œuvre de l'accord de Washington et le partenariat stratégique avec la RDC. Au Rwanda, dans son discours à l'occasion du 20e édition du dialogue national annuel hier jeudi, le président rwandais est revenu sur la crise sécuritaire en RDC. Paul Kagame a rejeté toute responsabilité de Kigali dans le déclenchement de la guerre, affirmant que les mesures rwandaises relèvent de la sécurité nationale face à la menace persistante des FDLR. D'autres précisions dans ce récit.
À l'ouverture de la 20e édition de l'Umushikirano, le dialogue national rwandais tenu début février 2026, le président Paul Kagame a livré un discours offensif sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Face aux représentants de la nation et à la communauté internationale, le chef de l'État rwandais a rejeté fermement les accusations liant Kigali au déclenchement du conflit. La guerre en RDC n'a pas été déclenchée par le Rwanda ni n'a commencé à partir du Rwanda, tout le monde le sait, a-t-il déclaré, accusant certains acteurs internationaux de mettre de côté la vérité pour éviter de traiter les causes profondes du conflit. Pour Paul Kagame, la principale préoccupation sécuritaire du Rwanda reste la présence des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, qu'il associe à une idéologie génocidaire persistante depuis 1994. Le président rwandais a dénoncé les critiques internationales qu'il juge minimiser la menace, évoquant des discussions avec les diplomates étrangers. Il a expliqué que certains relativisent la dangerosité de FDLR en raison de l'âge avancé de certains membres. S'ils ont 90 ans, cela signifie qu'ils sont là. Et s'ils ont fait former une nouvelle génération imprégnée de la même idéologie, comment cela pourrait-il devenir insignifiant, a-t-il lancé. Réagissant aux accusations selon lesquelles le Rwanda poursuivrait des intérêts économiques en RDC, notamment liés à l'exploitation des minerais, Paul Kagame a rejeté catégoriquement ces allégations. Si nous étions vraiment en RDC pour les minerais, le Rwanda serait 100 fois plus riche que ce que nous sommes aujourd'hui, a-t-il affirmé. Selon lui, les mesures prises par Kigali relèvent avant tout de la défense nationale face à des menaces persistantes. Le chef de l'État a également critiqué la posture de certains partenaires internationaux accusés de traiter le gouvernement rwandais comme un enfant gâté et de détourner le débat de responsabilités liées à la présence et au soutien présumé de groupes armés en RDC. Il a notamment pointé du doigt l'intégration ou la collaboration de certains éléments des FDLR avec les forces congolaises. Enfin, sur le plan régional, Paul Kagame a évoqué des évolutions des alliances politiques, citant le Burundi qui, selon lui, aurait choisi de s'aligner davantage avec la RDC. C'est leur choix et je l'accepte, a-t-il déclaré, tout en rappelant les liens historiques entre les peuples rwandais et burundais. Cette édition intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par des accusations croisées entre Kigali et Kinshasa et par une forte attention de la communauté internationale sur la stabilité de la région de Grand. Après 4 jours de travaux techniques à Kinshasa, les experts de la République démocratique du Congo et de la République du Congo ont validé l'accord bilatéral sur les régimes fiscal et particulier du futur pont-route rail Kinshasa-Brazzaville. Des assises cruciales pour la gestion de cet ouvrage d'intégration régionale ont été clôturées hier jeudi 5 février par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, point focal du projet pour la RDC. Reportage. Le 12 février prochain, les ministres des Finances de la RDC et du Congo-Brazzaville signeront l'accord bilatéral du régime fiscal particulier qui sera appliqué dans la gestion du pont rail-route Kinshasa-Brazzaville qui sera prochainement construit. Pour rédiger cet accord, les experts des deux pays ont travaillé intensément durant 4 jours dans les locaux de l'Agence congolaise des grands travaux à Kinshasa. Pour la République du Congo, la coordonnatrice des marchés publics à la délégation générale des grands travaux était accompagnée de 4 collègues, tous experts dans le domaine. Du côté RD congolais, des délégués des régies financières dont la DGDA, la DGRAD et la DGI ont apporté chacun des connaissances sur l'ensemble des taxes, impôts et droits liés au projet. Ces assises techniques officiellement lancées le mardi 3 février par le directeur général adjoint de la CGT, Jean-Claude Mido Mbouete, marquent le franchissement d'une nouvelle étape vers la concrétisation de ce projet stratégique. Madame Kadi Elisabeth Ndala, chef de la délégation de Brazzaville, résume. Aujourd'hui, nous avons un régime fiscal et douanier harmonisé pour ce projet. Nous avons également un accord bilatéral qui vient consacrer ce régime fiscal et douanier pour nous permettre, dans les prochains jours, de relancer la demande de proposition en ce qui concerne le projet pont-route rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa. L'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, dont la structure est point focal du projet pour la RDC, clôturant ses travaux ce jeudi 5 février 2026, a salué ce pas important qui vient d'être franchi par le projet. Pour les amis et frères de Brazzaville, bon retour. Et pour ceux de Kinshasa, félicitations pour tous les travaux que vous avez faits. Cet engagement, franchement, c'est la première fois que je vois un tel engagement de plusieurs structures
qui travaillent en commun accord pour arriver à aboutir à un travail qu'on peut présenter aujourd'hui devant les chefs d'État. À noter que le projet pont route rail Kinshasa-Brazzaville vise à renforcer l'intégration économique entre les deux pays, stimuler les échanges commerciaux et ouvrir davantage ces deux États. À partir de la Chopo, des projets de construction d'immeubles modernes sont annoncés à Kisangani pour soutenir les programmes provinciaux Chopo Mosala. L'initiative portée par l'entreprise Lapson Vision a été présentée hier jeudi 5 février au gouverneur de province Paulin Londongola. Plus de détails dans ce reportage. C'est dans la grande salle du gouvernorat que Paulin Londongoli Aleba Bonga, gouverneur, reçoit la forte délégation de l'entreprise Lapson Vision pour une séance de travail. À la tête de cette délégation, le directeur général César Issaka Mokonzi présente le contenu du projet qui s'inscrit dans le programme Chopo Mosala avec la construction des immeubles modernes fonctionnels qui valorisent la vie de Kisangani. La construction d'un hôpital provincial de la Chopo qui aura une capacité de 500 lits avec des matériels et équipements modernes. Il est aussi question de construire le marché central. Comme l'hôpital sera à 5 niveaux, le marché central c'est à 4 niveaux. Il sera aussi question de construire une salle de congrès à 2 niveaux qui aura la capacité de 1500 personnes et une salle de travail pour le président de la République. Il sera aussi question de construire un palais de justice. L'entreprise Lapson Vision a tout prévu, même la source de financement. La question des financements, c'est ça d'ailleurs notre mission spéciale. Pour signifier à l'autorité sur l'accompagnement ou sur l'arrivée des investisseurs internationaux qui ont manifesté leur intention de venir injecter plus de 3 milliards de dollars afin de permettre au gouverneur qui a le volant du développement de la province de matérialiser ces projets. Donc le financement ne posera pas un problème parce que l'argent sera là pour construire du débit jusqu'à la fin. Le gouverneur de la province de la Chopo ne peut que féliciter Lapson Vision pour cette initiative qui épouse l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de redorer l'image de la ville de Kisangani. Cependant, face à l'expérience acquise suite à la répétition, Paulin Ndongoli Aleba Bonga se veut pragmatique et attend voir le début effectif des travaux pour remercier l'entreprise. À noter que la délégation de Lapson Vision comprenait des ingénieurs et autres hauts cadres, dont le directeur technique, le professeur Makengo. Ça sera la construction et équipement. Au site Kivu, sous administration de l'F-123, le gouverneur Patrick Boussouangui a réaffirmé devant les responsables de la territoriale le caractère irréversible de la révolution, appelant à mettre fin à l'intoxication et à privilégier le service du peuple. L'autorité provinciale a insisté sur la discipline et l'engagement au service de la population. Suivez ces reportages le site de communication du gouvernorat du site Kivu. La rencontre s'érige désormais en coutume. Ces réunions mensuelles du Conseil provincial des sécurités étendues aux responsables d'entités décentralisées et les cadres de base de la ville de Bukavu est présidée par le gouverneur Patrick Boussouangui Chombo, qu'entouré ses deux adjoints Dunia Masumbuku Bwengedux et Gadi Mukiza Zabinesha. Pour le chef de l'exécutif provincial, ces cadres se veulent désormais une opportunité pour les autorités à différents niveaux de la base au sommet de la pyramide administrative de se faire une idée générale sur la situation de la cité. Dans un message aux accents interpellateurs, le gouverneur Patrick Boussouangui Chombo a exhorté les autorités urbaines, municipales et les cadres de base à s'ériger en véritables acteurs pour la sécurité de la population. Wakati hizo nyumba zimelungula, mimi nilikuwa basi, sababu nataka nijue mimi peke yangu nini naendelea kwa familia yangu.
balayant en passant d'un revers de la main les informations farfelues relayées par la propagande du régime en perte de vitesse de Kinshasa, confirmant la détermination du mouvement révolutionnaire AFC M23 pour la libération totale du pays et la restauration de la dignité du peuple congolais. L'autorité provinciale a rassuré aux uns et aux autres l'accompagnement du gouvernement provincial pour la réalisation de certains projets à caractère communautaire, notamment la réhabilitation de la voirie urbaine qui a démarré l'extension de l'éclairage public sur l'ensemble de 3 communes de la ville de Bukavu et ses périphéries, l'installation progressive du courant prépayé Cash Power et bien entendu l'assainissement des milieux par le renforcement des travaux dits Salongo. Et pour clôturer ces actualités, rendons-nous dans les Haut-Katanga. Les responsables de médias de Lubumbashi sont appelés à se conformer aux exigences administratives et fiscales en vigueur. Le message a été lancé mercredi dernier par le porte-parole du gouvernement provincial Georges Kandinga lors d'un échange avec les représentants des organes de presse en présence du chef de division provinciale de la communication. Reportage. Devant les responsables des maisons de presse du Haut-Katanga, Georges Kandinga Mulundule a rappelé avec fermeté la responsabilité de chaque chaîne de communication vis-à-vis de l'État. Le ministre provincial en charge de la communication et médias a mis le curseur au cours de cette séance de travail sur la nécessité pour chaque organe de se mettre en ordre avec les documents administratifs et autres taxes vis-à-vis du fisc. Il a été complété par le chef de division provinciale de la communication et médias qui a également insisté sur les obligations légales des organes de presse pour fonctionner en toute légalité en République démocratique du Congo. Parmi les exigences figure l'identification des médias et la régularisation des frais administratifs, car il est constaté que certaines chaînes fonctionnent dans l'irrégularité et cette situation doit cesser, a martelé Georges Kandinga Mulundule, qui a indiqué que d'ici le 1er mars, la liste complète des médias de la province devra être transmise aux autorités nationales aussi bien qu'aux autorités provinciales. D'où la nécessité de se mettre en ordre selon les chefs des divisions provinciales de la communication, Séraphin Gouej. Nous sommes conscients que le montant est très exorbitant, mais comme je venais de le rappeler tout à l'heure, nous sommes des chiens de chasse. Le ministre national et son collègue de finances avaient signé un arrêté qui fixe ces montants-là. Nous ne pouvons pas déroger à cette règle, disons. Nous ne pouvons pas. Tout ce que nous devons faire, c'est accompagner les responsables des maisons de presse à pouvoir payer la totalité de ce que l'État demande pour exploiter dans ce secteur. Tout à l'heure, là, j'ai souligné que l'État reconnaît quand même que lorsque votre trésorerie n'est pas suffisamment approvisionnée, il y a la possibilité de payer par tranche. On étale les montants sur 6 mois, on fractionne et vous payez des tranches jusqu'à compléter. Mais il y a une condition, il faut payer 10% d'intérêt sur le montant global. C'est de cette manière-là que nous pouvons peut-être accompagner les responsables des maisons de presse dans l'exploitation dans ce secteur. Le ministre provincial a aussi annoncé l'organisation d'un café sportif le 13 février prochain où l'on pourra parler de tout sur l'avancement du sport dans la province du Haut-Katanga. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité, mesdames et messieurs. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.